nous allons finir avec deux exposés où la biologie va revenir. On a vu tout à l'heure le biogaz et là, nous allons avoir Frédéric Olivier, donc spécialiste de bioénergie, donc directeur technique de Bioénergie Système, Global Bioénergie, qui est évidemment une entreprise aujourd'hui majeure dans la valorisation de la biomasse, notamment dans le contexte de la production de biocarburants dont je vous ai parlé. Je crois que c'est en partie de ça que tu vas parler, et je te laisse la parole. Merci Marc. Donc effectivement, je vais vous présenter l'entreprise et la technologie et son développement, les difficultés techniques, les défis que nous avons à relever pour produire de l'isobutène à partir de biomasse. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'isobutène et surtout ses dérivés, tout ça à partir de matières premières renouvelables. En premier lieu, qui est-ce qu'on est? Donc, Global Bioénergie, c'est une société qui a maintenant 15 ans, bientôt 16. On est une cinquantaine de collaborateurs dans la région parisienne. Donc, on a 2 sites. Un site à Paris et un autre tout près, et un autre à Évry. Et on est rentré en bourse en 2011. Donc ça, c'est pour la carte d'identité administrative. Après, quelle est notre raison d'être finalement? Ce qu'on vise, c'est d'être capable de produire une molécule qui est une brique de la chimie industrielle qui s'appelle l'isobutène. Cette brique de la chimie, on veut la produire par fermentation. Donc l'idée, c'est de modifier le génome d'une bactérie pour qu'elle soit capable de consommer des matières premières qui sont renouvelables et de produire cette molécule. Donc on a évidemment pour objectif, on le partage tous dans la salle, de produire cette molécule qui pour l'instant est d'origine fossile, en réduisant fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a 15 ans d'âge, on a commencé par des étapes longues de R&D et on produit désormais à l'échelle de plusieurs tonnes, plusieurs dizaines de tonnes. On a une capacité de production de plusieurs dizaines de tonnes depuis 2022 maintenant. Donc, on ne va pas revenir longuement sur les enjeux. Malgré tout, encore un rappel. Donc, on sait bien que la planète se réchauffe. Ce qu'on observe à travers cette courbe, c'est qu'elle se réchauffe de plus en plus vite. Bon, on ne va pas épiloguer, tout le monde le sait, tout le monde sait pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui. Un petit clin d'œil quand même, qui est un peu négatif, bien évidemment, mais encore sur le thème du changement climatique. C'est qu'on nous avait expliqué, c'était visible au mois de juillet, que le 6 juillet dernier était le jour enregistré le plus chaud depuis que l'humanité mesure la température. Et il se trouve, hasard malheureux, que c'était aussi le jour du record du nombre de vols, en aviation je précise, dans le monde. Donc on fait un peu le constat de ce genre de hasard malheureux. Et nous, on se place justement sur ce créneau. Comment est-ce qu'on peut agir pour réduire l'impact de nos transports aériens à travers la production de biocarburants. Alors pourquoi est-ce qu'on est sur ce créneau? Parce qu'on estime que le transport aérien est responsable de 3% des émissions de CO2. Et si on rajoute à ça l'impact des traînées, l'estimation, c'est que le transport aérien, finalement, est responsable de 6% du changement climatique. Donc après, on a plusieurs courbes, bien évidemment. On peut estimer la tendance des émissions de gaz à effet de serre, donc ici, dans le cas où rien ne serait fait. Et ici, on a plusieurs scénarios. Dans le cas où on agit légèrement, beaucoup, et où on aurait des solutions de rupture. Voilà, donc de toute façon, l'enjeu, clairement, c'est d'améliorer les choses. Alors, quelles sont les solutions?
Il y a des solutions qui portent sur la motorisation, il y a des solutions qui portent sur l'allègement, etc. Nous, on se place sur le créneau des carburants, des carburants d'origine renouvelable. Alors, des technologies, il y en a déjà, il y en a un grand nombre, il en existe beaucoup. Il y en a une qui est déjà mature, c'est celle qu'on appelle EFA, dont on entend régulièrement parler, qui est qui est basée sur l'utilisation d'huile végétale. Donc c'est une technologie qui est déjà en cours de déploiement. Encore une fois, on entend régulièrement à la radio et dans la presse de façon générale que des avions ont volé avec des carburants d'origine d'huile de friture. Après, la limite, ce sera le feedstock. À moins qu'on soit tous clients quotidiens chez McDonald's et encore, ça ne suffira pas à nous faire voler sans impact élevé sur le changement climatique. Deuxième technologie, c'est la technologie Fischer-Tropsch qui consiste à convertir des déchets, toute source de carbone, en produits, en carburant, donc d'origine renouvelable, en produits renouvelables. Et on estime que le déploiement devrait intervenir en 2030. Notre technologie à nous, elle est ici. Donc, elle a deux appellations, Alcohol to Jet, SPK pour synthétique paraphénique kérosène, ou la nôtre en l'occurrence, IBN SPK, IBN pour isobutène. Le déploiement est prévu également pour 2030. On est en phase, toutes ces technologies sont en phase de petit R avec un grand D, on va dire, avec un objectif d'être capable de produire à la fin de la décennie. Après, il existe encore d'autres technologies dont on attend le déploiement un peu plus tard. C'est le cas des e-fuels et puis des technologies de rupture, avions électriques ou à hydrogène. Bon, là, nous, on n'est pas sur ce créneau. Et la question se posera évidemment de savoir si ça verra le jour un jour ou pas. Quelle est la demande? Quel est notre marché? On voit une évolution. Donc l'évolution est là. Donc en 2019, les SAF, pour Sustainable Aviation Fuel, donc notre marché à nous, représentait moins de 0,01% des carburants d'aviation. En 2022, on était à 0,1% et en 2030, on sera à 5%, sachant que l'Union européenne imposera de toute façon, à partir de 2030, 6% de SAF dans les avions au départ de son territoire. Donc la demande d'ici là sera de l'ordre de 18 millions de tonnes. En 2050, on estime à 50% ce besoin. En 2050, finalement, à l'échelle des enjeux qu'on a en face, c'est demain. Donc on a besoin de toutes ces technologies. Je rejoins les intervenants de tout à l'heure qui parlaient de concurrence entre les technologies. Elle n'existe pas vraiment, cette concurrence. On aura besoin de toute la combinaison. Je pense qu'on en est tous convaincus. Alors, quel est le principe finalement? Donc, comme ça a été expliqué également tout à l'heure, dans le cas du pétrole, on extrait des produits fossiles de la terre, ils sont brûlés, le CO2 est émis, c'est une perte, enfin c'est un bilan positif. Dans notre cas à nous, on se base sur le cercle vertueux qui consiste à utiliser une plante qui a prélevé le CO2 dans l'atmosphère, convertir cette plante en sucre, soit à travers le sucre qu'elle produit elle-même, dans le cas du sucre de betterave, sucre de canne, soit à travers les sucres en émergence de deuxième génération qui utilisent la partie non noble, non alimentaire de la plante. Et ces sucres, notre bactérie est capable de la convertir en isobutène et avec un processus de chimie maîtrisé par l'humanité depuis maintenant des dizaines d'années, de convertir en biocarburant. Objectif, réduction des émissions de gaz à effet de serre, enfin de CO2 en l'occurrence, de 70%. Alors où est-ce qu'on en est? On a une technologie qui a été prouvée, c'est-à-dire qu'on est capable, encore une fois, comme je disais, on a produit plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes maintenant de notre isobutène. Et on est capable d'aller jusqu'au SAF, encore une fois le Sustainable Aviation Fuel, à travers un nombre finalement réduit d'opérations industrielles.
Notre technologie est protégée évidemment dans tous les sens par 40 familles de brevets. Et une valeur ajoutée sur laquelle il est important d'insister, c'est que les bactéries qui sont développées sont capables de produire ce fameux isobutène à partir d'un grand nombre de matières premières. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de un sucre, on parle de plein de sucres. On parle de sucre, encore une fois, d'origine betterave, d'origine canne à sucre, mais on parle aussi de sucre de bois, on parle de sucre de paille, on parle de sucre de papier. Bref, les origines de biomasse sont diverses. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette technologie à la base. En aval, quel est le produit ? Ou quelles sont plutôt les revendications de notre produit ? Très clairement, on a comme ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une part, mais de maintenir la performance. Dans les deux marchés qu'on vise, que ce soit le marché de la cosmétique, que j'aborderai également après, comme dans le marché des biocarburants, dans tous les cas, on veut concilier la naturalité, le renouvelable, les performances d'un point de vue environnemental de façon générale et les performances techniques. Deuxième point qui est important, c'est que, on y reviendra, on a une structure branchée de notre molécule de base, l'isobutène, ce qui est le cas aussi de notre molécule, enfin de nos molécules qui constituent notre carburant d'aviation. Ce qui lui confère des propriétés d'écoulement qui sont particulières. En particulier, pour être très clair et concret, le SAF qu'on produit présente un point de fusion, donc un point de gel qui est extrêmement bas, ce qui est pratique dans un avion à haute altitude et au-dessus des pôles. C'est mieux si ça ne se transforme pas en glaçon. Donc c'est une propriété extrêmement importante. Et on a aussi un troisième point. Le SAF qu'on produit présente des performances de combustion qui sont extrêmement élevées, dans le sens où il est extrêmement bien brûlé. Et cette combustion, la combustion de l'ensemble du carburant est favorisée par la présence de ce type de molécules. Moralité, non seulement on réduit les émissions de gaz à effet de serre à travers le carburant qu'on produit, mais en plus on va aussi réduire le nombre de particules et avoir un impact sur la réduction des traînées. Donc voilà le produit tel qu'on le revendique quand il sera sorti de nos usines. Qu'est-ce qu'on a fait et à quoi on se compare pour commencer? Donc on se compare à la pétrochimie. Actuellement, l'isobutène est produit par le craquage à la vapeur. Et qu'est-ce qu'on a, nous, en face? On utilise des sucres résiduaires ou des sucres de deuxième génération qui sont consommés par une bactérie pour produire ce fameux isobutène, encore une fois, converti ensuite en une multitude de dérivés, isododécane, donc la même molécule mais combinée en 12 carbones, par opposition à cette molécule-là qui en contient 4, isohexadécane, le mélange des deux formant le fameux SAF. Après, on a accès également, à travers l'isobutène, encore à d'autres dérivés. C'est aussi ce qui en fait la force, et c'est pour ça qu'on parle de briques de la chimie. On parle de l'ETBE, on parle de l'isooctane, MTBE, plein de produits qui ont des applications carburant en particulier, mais également des applications dans plein d'autres domaines. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je ne suis pas biologiste, je vais essayer d'être à peu près clair, tout en restant à peu près exact. L'idée, c'est de modifier génétiquement la bactérie, et en particulier l'enchaînement, de lui rajouter un enchaînement de réactions enzymatiques pour qu'elle soit capable de détourner le flux de carbone qui part du sucre et pour l'entraîner vers notre molécule noble. Donc on a à l'intérieur de notre molécule, le passage du sucre à l'acétyl-CoA, la fameuse molécule au milieu en rouge, c'est quelque chose qui est naturel. C'est ce que la nature a appris aux bactéries à faire pendant des millions, voire des milliards d'années. Et on lui a rajouté une succession de 6 étapes qui partent de ce fameux acétyl-CoA et qui vont jusqu'à l'isobutène. Donc pour ça, on utilise
des nouvelles technologies de la biologie qui sont apparues dans ces 30-40 dernières années. C'est vraiment tout frais à l'échelle de l'humanité et de la science. Et on fait ce qu'on appelle de l'évolution dirigée. On impose à la bactérie soit des nouvelles réactions, dont certaines n'existent même pas dans la nature, et c'est ce qui fait aussi l'innovation majeure de Global Bioénergie. On a introduit, parmi ces 6 réactions qu'on a introduites, il y en a qui n'existent pas dans la nature, à l'état naturel. Il a fallu qu'on les invente. Et en dehors de ça, on a été capable de forcer la bactérie à changer son propre métabolisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réactions qui se font déjà naturellement. Et la modification génétique induit que certaines de ces réactions, finalement, on les fait un peu taire et on augmente la présence d'autres de ces réactions. L'idée, encore une fois, étant d'augmenter le flux de carbone, illustré à la suivante, je crois d'ailleurs, augmenter le flux de carbone qui passe du sucre à la molécule noble isobutène, tout en faisant taire les voies d'accès vers les métabolites qui sont naturellement produits par la bactérie dans la nature. Donc en fait, ça revient à dresser une bactérie de façon artificielle. Pourquoi l'isobutène? Donc de la même façon qu'avant, le choix avait été porté sur l'éthylène. Nous, on est sur une molécule qui contient le double de carbone. On n'est pas sur 2, on est sur 4 carbones. Pourquoi cette molécule? Parce que justement, c'est la plus petite molécule branchée, donc par opposition à une molécule linéaire qui aurait 1, 2, 3 et 4 carbones comme ça sur une chaîne en longueur. Eh bien, on a une petite patte qui dépasse et donc on se retrouve sur une molécule branchée. Ce qui en fait, enfin, si on rajoute à ça l'espèce de double liaison entre les 2 carbones ici, ce qui en fait la plus petite molécule branchée parmi la liste des hydrocarbures qui soit aussi réactive et donc qu'on puisse faire réagir facilement sur d'autres molécules ou sur elle-même pour arriver à un certain nombre de dérivés. Ça en fait une molécule gazeuse, ce qui d'ailleurs est un avantage du point de vue de notre procédé, c'est-à-dire que la molécule ne va pas s'accumuler dans nos bioréacteurs, elle va en sortir. Et le fait qu'elle soit gazeuse nous facilite la vie d'un point de vue purification et transformation. Et justement, elle est effectivement facilement transformée dans un grand nombre de dérivés avec des propriétés physiques qui présentent des avantages tels que augmentation de l'indice d'octane dans les essences, assurer l'imperméabilité dans les élastomères, assurer la volatilité dans les solvants qui sont utilisés notamment dans la cosmétique en général. Et toutes ces performances-là, en l'occurrence, elles sont issues du caractère branché de cette molécule. Et c'est pour ça que le choix s'est porté sur l'isobutène en particulier il y a 15 ans. Alors où est-ce qu'on en est? Donc tout ce que je vous ai montré, c'est de la théorie, c'est ce qui a été fait pendant des années. L'objectif, c'est quand même de concrétiser, on est bien d'accord. Donc en 2017, on a inauguré notre démonstrateur à Leuna en Allemagne. Et il y a 2 ans, on a démarré la production à Pomacle, donc à proximité de Reims, donc en France en l'occurrence, d'un procédé d'une capacité de plusieurs dizaines de tonnes par an. Et donc, ça nous a permis de produire nos premières tonnes de notre isododécane qui ont été livrées l'année dernière à plusieurs cosméticiens, dont en particulier L'Oréal, qui est notre actionnaire principal. Parce qu'on parle beaucoup de SAF, on parle beaucoup des biocarburants, mais finalement, encore une fois, nos molécules trouvent leurs applications dans tous les secteurs de la chimie. Finalement, je reviens sur cette notion de brique élémentaire de la chimie à travers l'isobutène. Donc pour l'instant, notre premier marché, ça reste encore la cosmétique. Pourquoi? Parce que il y a une appétence du grand public pour les produits d'origine renouvelable, les produits dits naturels dans le domaine de la cosmétique. Encore une fois, un de nos objectifs majeurs, c'est raisonnablement de contribuer à sauver le monde et donc de produire nos fameux SAF. Il y a un enjeu économique, évidemment. Au-delà de réduire la quantité de CO2 qui va être émise par kilo de SAF,
faut quand même qu'on puisse s'aligner avec le marché. Donc, la R&D chez GBE n'est pas finie. La R&D est capable a atteint un certain seuil pour être capable de délivrer la cosmétique. On a encore plusieurs seuils à franchir pour être capable de produire notre SAF à de l'ordre de 5 € le kilo, ce qui est l'estimation du plafond nécessaire pour être capable de rentrer sur ce marché. D'un point de vue business, pour être capable de jouer dans la cour de ceux qui proposent des carburants renouvelables, un point clé, c'est la norme ASTM, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'accréditation ASTM qui confirme que le produit qu'on fabrique et qu'on délivre est compatible avec les moteurs et qu'on pourra effectivement sans risque le rajouter dans les réservoirs des avions. Donc cette accréditation ASTM, Global Bioénergie l'a obtenue en juin dernier. Pour nous, c'était une vraie victoire, c'était un pas très important, de mémoire, on est moins d'une dizaine dans le monde à avoir obtenu cette accréditation. Au passage, donc là, on retrouve les technologies que j'ai citées en début d'exposé et qui décrivent les moyens de production de SAF. Entre parenthèses, on a un chiffre qui est quand même loin d'être anodin et qui représente la fraction du produit qui est autorisé dans le réservoir, sans risque. Et donc, notre technologie est acceptée dans un réservoir d'avion à hauteur de 50%, ce qui, évidemment, est un chiffre plus qu'honorable. En tout cas, nous, on était contents. Qu'est-ce qui vient après? Donc, ça veut dire que la R&D est en cours. Elle a atteint plusieurs seuils. Donc, on a franchi le seuil de la cosmétique, c'est-à-dire que les performances de notre procédé nous permettent de prétendre au passage industriel dans le domaine de la cosmétique. On a obtenu la certification ASTM, on a notre démonstrateur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui vient après? Ce qui vient après, en premier lieu, c'est dans 3 ans, le démarrage d'une usine, donc en 2027. On démarrera notre usine qui sera en France et qui visera le marché de la cosmétique. À partir, encore une fois, qui sera capable de produire de l'isobutène et des dérivés isododécane et hexadécane qui trouvent leurs applications comme ingrédients cosmétiques, à partir de sucre de première génération et à partir également de sucre de la 2e génération, filière qui est en émergence. Donc encore une fois, 2e génération, ça veut dire sucre produit à partir de la partie non noble de la plante, les tiges, les feuilles, voire des déchets comme carton, papier, etc. On a déjà reçu le soutien de l'État et la promesse de un peu plus de 16 millions d'euros pour nous accompagner dans cette aventure industrielle française. Finalement, si on doit résumer la technologie, elle présente 6 points essentiels, 6 points majeurs en termes de business. Le premier, c'est que cette usine qui démarrera en 2027 sera un peu un showcase dans la mesure où elle sera relativement simplement réplicable. Encore une fois, je reprends l'analogie du copy-paste qui a été utilisé par l'intervenant précédent. Une fois qu'on aura prouvé le passage à l'échelle de plusieurs milliers de tonnes, on sera capable de reproduire ce type d'usine dans le monde, voire d'en augmenter la capacité. J'y reviendrai après. Encore une fois, également, deuxième point, notre technologie est compatible avec un grand nombre de types de sucre. Encore une fois, il n'en existe pas un seul, il en existe plein. Et ça permet à cette technologie d'être utilisable sur du sucre produit aux 4 coins du globe. Troisième point, actuellement, on est en discussion avec un grand nombre d'acteurs industriels, des investisseurs, et ce qu'on appelle off-takers, donc des gens qui s'engagent à prendre une partie de la production de cette usine. Donc on est en plein cœur de la bataille pour financer et construire le socle de cette usine sur un plan business. Business, encore une fois, qui est relativement flexible. On peut avoir notre propre usine, on peut exploiter en propre, on peut vendre des licences. Donc ça, c'est encore tout à fait ouvert.
Et encore une fois, pour faire écho avec l'intervenant précédent, on produit, nous, du CO2 fermentaire, donc biogénique. On ne contribue pas en relâchant ce CO2 de l'atmosphère à ce changement climatique. Mais encore une fois, on a un CO2 concentré. Et donc, à partir de là, on est capable de s'allier avec toutes sortes de technologies qui seraient en mesure de valoriser ce CO2 concentré. Et puis, dernier point, on parle cosmétique, on parle SAF. Mais pour revenir à cette notion de brique de la chimie à travers l'isobutène, on peut aussi adresser des marchés divers, le marché du pneumatique, le marché des fragrances. Bref, l'isobutène trouve ses applications, encore une fois, dans un très très grand nombre de secteurs. Donc voilà, c'est un peu les 5-6 points essentiels d'un point de vue business qui font qu'on croit en l'avenir. 2 marchés principaux en ce qui nous concerne. Bon, j'en ai déjà bien parlé. Le premier, c'est celui que nous adressons en premier, c'est le marché de la cosmétique. Alors, c'est un marché très porteur. On estime qu'entre 2022 et 2027, il va croître de 6% par an. Il représente presque 600 milliards, il représentera presque 600 milliards de dollars en 2027. Et encore une fois, notre isobutène, à travers ces dérivés isododécanes et hexadécanes de qualité cosmétique d'origine renouvelable, trouve des applications dans un grand nombre de segments de la cosmétique. Donc on surfe sur cette appétence du grand public pour des produits renouvelables, plus respectueux de l'environnement, et on surfe aussi sur le remplacement d'un certain nombre de produits tels que la silicone D5, qui sont désormais interdits dans les produits cosmétiques. Et notre isododécane et la combinaison avec l'isohexadécane sont des solutions de remplacement. Donc on arrive, nous, sur le marché avec la capacité à apporter des produits dérivés de l'isobutène, eux-mêmes issus de matières premières renouvelables, tout en maintenant les performances et en apportant de la naturalité. Il faut savoir au passage que l'isododécane et l'isohexadécane sont déjà utilisés par la cosmétique, mais bien sûr d'origine fossile pour l'instant. Donc ça, c'est le premier marché clé de Global Bioénergie. Le deuxième, de plus grande ampleur bien sûr, c'est le marché des SAF. Pour l'instant, encore une fois, les technologies, elles existent. On assiste au déploiement de ces fameux EFA qui suffiront dans les années qui viennent. À partir de 2030, encore une fois, moment où l'Union européenne imposera 6% de SAF dans les avions au départ de son territoire, les technologies qui sont déjà disponibles ne suffiront plus. Et donc on estime que les besoins non couverts pour l'instant par les technologies qu'on voit déjà sur le marché sont de l'ordre de 4 millions de tonnes. Donc, encore une fois, on ne se voit pas en concurrence avec les technologies qui existent et les technologies en développement. Il y aura de la place pour tout le monde. On doit remplacer le pétrole dont l'humanité s'est quand même bien gavée pendant des décennies. Autant le pétrole a été la solution à beaucoup de choses pendant ces fameuses décennies, autant il faudra arriver avec plusieurs technologies de carburant, en particulier d'aviation. Donc, une autre façon de retracer notre parcours industriel. Donc, dans 3 ans, démarrage de l'usine à vocation cosmétique, encore une fois compatible avec des produits de première et deuxième génération. Deuxième usine à horizon 2030, qu'on vise d'une capacité de 100 000 tonnes et qui doit être concomitante avec justement ce mandat européen des 6% de SAF dans les carburants des avions au départ du territoire européen. Et c'est mon dernier slide. Donc, encore une fois, on apporte des solutions technologiques, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, d'être conscients, comme on l'est tous certainement, que la sobriété fera partie des solutions imposées.